Troisième séquence dédiée à la liberté, séquence dite encyclopédique, vous commencez à avoir l'habitude. Nous approchons ici des auteurs intéressants qui vont de Platon à Hegel en passant par Descartes, voire Kant, et qui vont nous permettre d'appréhender cette notion complexe et riche qui tombe souvent le jour du baccalauréat, donc soyez vigilants. Interpellé par la belle totalité grecque, comme il l'appelle, dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel note que le monde grec ne parvient pas à réserver au singulier, entre guillemets, la place qui lui est réservée, et manque par là le sens du mot liberté dans son lien à l'universalité éthique de l'être. Pensant l'histoire humaine comme la manifestation du déploiement de l'esprit, Geist en allemand, soit la communauté des consciences humaines animée par la rationalité la plus haute, Hegel esquisse dans son texte une véritable odyssée de la conscience. Il explique que la conscience qui désire le monde et la liberté comme son autre doit, pour les conquérir, sortir d'elle-même. Elle doit prendre le risque de l'extériorité pour se réaliser objectivement, prendre le risque de l'aliénation. L'idéal étant à terme, en passant par plusieurs figures ou degrés de pouvoir retourner en elle-même, en ayant évité non pas le rapport étranger à soi-même, mais une aliénation radicale qui nous tournerait du côté de la folie davantage que de l'existence, dans le sens étymologique latin, existere, d'une sortie de soi. Or, le premier degré par lequel la conscience se jette dans le monde, croyant trouver dans la position de sa singularité la forme essentielle de toute liberté, et donc du rapport authentique à soi, n'est jamais, dit Hegel, que le moment de la certitude sensible, où la conscience, hélas, ne fait pas encore l'épreuve d'elle-même, elle ne rencontre pas la force d'opposition du Il y a, es gibt en allemand, pour se saisir comme conscience, elle en reste au niveau végétatif de la simple corporéité et des instincts. C'est pourquoi cette conscience reste, note Hegel, prisonnière d'une nature, d'une immédiateté au sein de laquelle il lui est impossible de dessiner la marque essentielle d'une liberté effective. Ainsi, les Grecs, ne voyant l'universel que dans le citoyen en armes, les Grecs négligeant les femmes, les enfants et les esclaves, ont manqué le sens de cette liberté. Le monde grec, comme l'atteste l'Antigone, mise en scène par Sophocle dans la pièce éponyme, ou encore Hegel qui relate ce fait dans la phénoménologie de l'esprit, donc une pièce de la tragédie grecque, réinterprétée par Hegel, manifeste le premier échec en fait de la manifestation de la liberté dans la nature. En effet, elle est, Antigone, dit Hegel, l'articulation entre ce qu'il appelle la loi du jour, les rapports humains dans la cité, et la loi de la nuit, autrement dit la loi de la femme qui gère le foyer, ce que les Grecs appellent les pénates, au nom des déesses qui régissent ce foyer, soit le lieu des forces obscures, assimilé à la cuisine le plus généralement. Confondu par cette articulation, l'harmonie du monde grec, pour Hegel, pose donc le problème de l'immersion de l'individu dans une nature qu'en fait il ne choisit pas. En effet, tandis que l'homme citoyen est un singulier universel, avec un tiret, en vertu de sa participation à la loi commune, à ce que les Grecs appellent l'éthos, c'est-à-dire à la participation à un ordre supérieur, l'homme individu, lui, dans le cadre de la famille, relève de la seule substance immédiate et non de la substance éthique effective. Or, cette substance est le premier degré d'une liberté encore insuffisante. Il ne semble donc pas cet individu, la femme a fortiori, participer de l'universel autrement que par son inscription dans le fameux génos, le lignage des ancêtres, le sang de la famille, symbolisé précisément par les forces obscures et universelles des pénates. Pour que cet individu singulier, c'est la femme, l'enfant, l'esclave, on l'a compris, puisse s'élever à l'universel, comme dans le cas de l'insertion de l'éthos dans le monde du jour, il faut, dit Hegel, qu'il puisse, une fois mort, réintégrer son génos, ces forces obscures au contact desquelles il a grandi. Or, seules les funérailles peuvent le délivrer des forces naturelles et valider son éthicité dont il n'est, quand il est vivant, qu'en sursis. Il s'agit donc d'apposer un sceau définitif sur son agir. Or, suite au combat de ses frères, Éthéocle et Polynice, pour la détention du pouvoir de la cité, et à l'intervention de la volonté éthique d'Antigone contre le roi Créon, son oncle, d'enterrer son frère, Hegel observe que les Grecs n'ont pas compris qu'il ne suffit pas d'exister en nature pour être libre. Il ne s'agit pas en effet, pour être libre, pour accéder à la plénitude absolue de la conscience, d'être mort en tant qu'individu singulier. Il ne s'agit pas non plus d'être un homme et non une femme, puisque seul l'homme, rappelons-le, peut accéder au monde d'en haut de la cité et manifester la substance effective, qui est le degré supérieur de la liberté. La femme, pour sa part, ne peut que devenir mère ou épouse ou rester fille. Elle demeure, de ce point de vue, prisonnière du monde d'en bas, monde de la naturalité, monde, dans le vocabulaire hegelien, de la non-effectivité éthique, qui est le plus bas degré de la liberté.
Hegel en déduit que la liberté doit s'incarner dans la nature, mais sans exister immédiatement à partir d'elle, puisqu'il doit faire intervenir effectivement le travail du négatif, la dialectique de l'opposition qui a pour résultat le progrès. Il faut qu'Antigone s'oppose à son oncle et qu'elle enterre son frère. Pour Descartes, la liberté est pensée comme une connaissance immédiate de la volonté dont nous jouissons tant qu'aucun obstacle extérieur, nous dit-il, ne vient s'y opposer. En effet, c'est ce qu'il observe, la liberté de la volonté, je le cite, se connaît par la seule expérience que nous en faisons, ce qu'il indique dans ses principes de la philosophie. Estimant que la volonté est faite pour suivre les vérités que Dieu manifeste à elle, Descartes ne conçoit la liberté donc que comme action spontanée, en la ramenant à une prescription nécessaire à observer. Ainsi, note-t-il dans une lettre à Mersenne, du 27 avril 1639, je le cite, qu'il suffit de bien juger pour bien faire. Tout pécheur étant ignorant, omnis peccans est ignorance, disent les latinistes, la liberté s'entend ici comme faculté éclairée que rien ne divise et qui est inexorablement tournée vers le vrai. Elle se résume au pouvoir qu'on a de faire une chose, dit Descartes, ou de ne la faire pas. On comprend en ce sens, pour traduire le latin précédent, que tout pécheur est ignorant. Descartes refuse donc, on le voit, de concevoir l'indifférence comme une marque positive de la liberté. Cette indifférence, c'est le fait qu'un individu ne se prononcerait pas entre deux voies possibles, car il manquerait de la connaissance suffisante pour éclairer son choix. Or, dit Descartes, la liberté de la volonté consiste en ce que, lorsque nous agissons, nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Et l'indifférence, poursuit-il, que je sens quand je ne suis point emporté dans un côté plutôt que dans l'autre, par le poids d'aucune raison, ce qui éclairait le choix, est le plus bas degré de la liberté, qui fait paraître, note-t-il, plutôt un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. C'est la célèbre parabole de l'âne de Buridan qui, placé à un point équidistant entre un seau d'eau et un boisseau d'avoine, n'ayant pas plus de raison d'aller à gauche qu'à droite, meurt de faim sur place. Fidèle à sa conception de l'homme comme un doublet empirico-transcendantal, Kant considère que l'homme est cet être qui, pris comme chose en soi, nous mène, est autonome et libre d'inaugurer par lui seul une série causale qui ne soit pas déterminée à son tour par une autre cause dans le temps. Tandis que, pris comme phénomène, de par sa finitude et ses modes a priori d'intuition sensible, cet homme peut jouir d'une liberté beaucoup plus réduite théoriquement, mais qui va trouver à s'exprimer de manière pratique, c'est-à-dire morale, grâce à la loi de la morale, qui se trouve précisément formulée par les impératifs catégoriques qu'il énonce dans la critique de la raison pratique et également dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Comme être moral et raisonnable, faisant par conséquent partie du monde intelligible, l'homme ne peut concevoir de causalité à sa volonté que sous l'idée de liberté. Or, à l'idée de liberté se trouve indissolublement lié le concept d'autonomie, se donner à soi-même sa propre loi, autos nomos en grec, et à ce concept d'autonomie le principe universel de la moralité, qui est en idée au fondement des actions des êtres raisonnables, de même façon que la loi de nature est à la base de tous les phénomènes. C'est ce qu'explicite Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs.